Imaginez un pays brutalement bouleversé par la guerre. Imaginez tout quitter pour échapper à la mort. Imaginez un peuple entier livré à lui-même. Imaginez la peur, la détresse, la faim. Le gouvernement a déserté. Il n'y a plus de banques, plus de médecins, ni de police. Il ne reste que le chaos. Ce pays, c'est la France. Au printemps 1940, près de 10 millions de personnes se sont jetées sur les routes pour fuir l'armée allemande. Ce déplacement de population a pris de telles proportions qu'un seul mot s'est imposé pour le nommer, l'exode. « 9 mai 1940. 8 mois déjà que la France est en guerre. 8 mois que des millions d'hommes sont mobilisés. Mais Allemands et Français se livrent une guerre étrange, sans manœuvre, sans combat. Du nord au sud, le pays s'est installé dans cette attente. La vie s'écoule dans la torpeur d'un printemps qui ressemble à l'été. Personne n'en doute. La tragédie de la Grande Guerre ne se reproduira pas. La France est debout et elle est forte. Les Boches, on les aura. Les gens avaient confiance quand même que la France gagnerait la guerre. On avait confiance dans notre armée, puis on avait la ligne Maginot. On n'envisageait certainement pas que ça se déroulerait de cette façon-là. Le 10 mai, dès l'aube, la nouvelle tombe comme un coup près. À Paris, le président du Conseil, Paul Reynaud, garde son calme. Pourtant, la guerre, la vraie, vient d'éclater. Dans la nuit, l'armée d'Hitler est passée à l'attaque. Ses troupes déferlent déjà sur la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Adrienne Bastonnier, une adolescente belge, est prise sous le feu. Soudain, un hurlement sinistre fend l'air. Les sirènes, l'alarme. C'est la guerre. La guerre. Les alertes se succèdent de plus en plus rapprochées. On habite les caves, jour et nuit. On prie avec ferveur. Désormais, les civils ne sont plus préservés. Et la peur de mourir pousse les populations à fuir. Du jour au lendemain, par dizaines de milliers, Néerlandais, Belges et Luxembourgeois abandonnent tout sans se retourner. La folie des départs ne fait que commencer. Il y avait donc mon grand-père, maman, le petit frère et moi. Et on est partis à pied. Chez René, comme dans la plupart des familles, les hommes sont au front. Femmes, enfants et vieillards partent donc seuls. On poussait le landau du petit, parce que lui, il n'était pas question qu'il marche, à 3 ans. Moi, je marchais.
Enfin, t'es pas une bonne marcheuse encore. Il fallait dans leur idée rejoindre la Meuse et puis descendre. Comme René, de nombreux Belges s'élancent vers la France, persuadés qu'ils y seront en sécurité. Ils sont tous animés d'un même credo. Jamais les Allemands n'atteindront Paris. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Les Parisiens partagent aussi cette confiance. La guerre est loin. Restaurants et cabarets affichent complet. Benoît de Groult, une jeune mondaine, témoigne de cette insouciance. Pendant que je dînais hier à Saint-Germain-des-Prés, la grande bataille d'Occident commençait. Et pendant ce temps, nous parlions peinture abstraite. On pense aux Belges, à ces 7 ou 8 millions d'hommes qui nous servent de boucliers. La France et la Grande-Bretagne, répondant à l'appel des pays attaqués, leur ont immédiatement apporté le concours de leurs forces, conformément à leurs garanties. Le 10 mai, Français et Britanniques déploient chez leurs voisins le plus gros de leurs troupes. Ils vont tomber dans un piège, car l'attaque des Allemands n'est qu'une diversion. Leur véritable cible est une zone à peine défendue. La France se croit protégée par la ligne Maginot et l'épaisse forêt des Ardennes. Or, c'est précisément par là que les Allemands décident de passer. Bientôt, 200 chars et 130 000 hommes foncent à l'assaut de ce massif réputé infranchissable. Pris de court, l'état-major français tente de réorganiser sa défense. Pour laisser le champ libre au mouvement de troupes, la population des Ardennes est évacuée. Dans la banlieue de Charleville-Mézières, la guerre fait soudain éruption dans la vie des enfants. Pour Jean, elle a la voix du garde champêtre. Le tambour avise à la population, par ordre de la préfecture des Ardennes, vous êtes obligés d'évacuer immédiatement. Des voisins qu'on fréquentait d'habitude avaient une grande charrette à bras. On a chargé les valises dessus. Il y avait des leurs, il y avait des notes. Alors la charrette, elle était bien chargée, je vous dis. Hein. En avant-marche sur la route. On est parti le 12 mai 40 pour traverser donc la France, pour aller dans les Deux-Sèvres. Les premières évacuations sont menées dans l'ordre, selon un plan établi avant-guerre. Tout est organisé. Les points de ralliement, les moyens de transport, les itinéraires et même l'hébergement. Les communes d'accueil à travers la France ont été pourvues en vivres et en stock de vêtements. Par précaution, dès le début du conflit, des centaines de milliers d'Alsaciens-Lorrains ont déjà rejoint le sud-ouest du pays. Mais personne n'a anticipé l'afflux massif de réfugiés venus des pays voisins. Dès le 12 mai, des Néerlandais, des Luxembourgeois et des centaines de milliers de Belges déferlent sur les routes du nord de la France. Bientôt, ils seront 2 millions. À la frontière, les gendarmes sont totalement dépassés.
La jeune Adrienne Bastonnier est prise dans ce flot irrésistible. Sans formalité, nous passons d'un pays à l'autre. Il est 5 heures, 6 peut-être. Une borne indique Saint-Amand à quelques kilomètres. Nous décidons d'atteindre ce lieu avant la nuit. Tiens, un rassemblement. C'est un café, et chacun pousse pour y entrer. La tenancière se démène comme un diable, tout en traitant ses clients de boches du Nord. Dans le bourg d'Astières, d'autres Belges s'apprêtent à traverser la Meuse. Parmi eux, René et sa famille. La France est sur l'autre rive, quand l'armée belge décide de fermer le pont. Il y avait une foule incroyable. Je marchais à ce moment-là. Et puis, bien derrière, il y avait maman, mon grand-père et le petit dans le landau. Je les appelle. Maman, maman, où es-tu? Viens. Puis jamais de réponse. En fait, ils ne nous suivaient pas. Et à l'autre bout du pont, arrivé, maman n'était pas là. Il n'y avait plus personne. Je me suis mis à pleurer, mais je veux maman. Et c'est assis et que je n'ai pas revu. Ni maman, ni le grand-père, ni mon frère, bien sûr. Voilà. Séparée de sa famille, la petite Renée est prise en charge par des voisins compatissants. Malgré le déchirement, il faut reprendre la route. Le 13 mai, contre toute attente, les Allemands s'emparent de la ville de Sedan. L'impensable est devenu réalité. En à peine 3 jours, l'ennemi a réussi à pénétrer en France. Comme tout bon français, ça y est, on s'est dit, ça y est, on va encore se faire... C'est la guerre 14 qui recommence. Mais vous savez, on les appelait des boches. Hein. Nous, c'était pas des gens bienvenus. Les gens nous disaient, méfiez-vous, les Allemands, ils vont vous couper la langue ou les oreilles. Alors on avait peur. Des Vosges au Pas-de-Calais, la guerre de 14 a marqué les esprits. Dans ces régions, personne n'a oublié l'occupation des Allemands. Le travail forcé, les exécutions, les pillages et les viols. La terreur s'empare alors des populations. Chacun ne songe qu'à sauver sa peau. Très vite, les plans d'évacuation volent en éclats. Lors d'une mission de reconnaissance, le pilote Antoine de Saint-Exupéry découvre l'ampleur de cette migration intérieure. Je survole donc les routes noires de l'interminable sirop qui n'en finit plus de couler. On évacue, dit-on, les populations. Ce n'est déjà plus vrai. Elles s'évacuent d'elles-mêmes. En un instant, des millions de vies bien ordonnées basculent dans l'inconnu. Dans l'urgence, chacun emporte ce qu'il a de plus précieux. On porte plusieurs épaisseurs de vêtements, de peur d'avoir froid la nuit. Certains cherchent à rejoindre des proches dans les régions éloignées des combats. Mais la plupart avancent sans but précis, emportés par le courant. Antoine de Saint-Exupéry rapporte. La route est un fleuve impérieux. Les villages qu'elle balaie l'un après l'autre s'y vident d'eux-mêmes, comme s'ils crevaient dans l'égout commun. J'ai la vision soudaine, aiguë, d'une France qui perd ses entrailles.
On était serrés sur les routes. Il y avait de tout. Il y avait des gens à pied, en vélo. Il y avait des gens qui poussaient des brouettes, des voitures à bras, des voitures d'enfants. Des charrettes tirées par des personnes à pied, chargées comme des animaux, là, avec des bagages sur le dos, avec des bébés sur le dos. Les poussettes, les vélos. Et ça permettait surtout, les vélos, de porter leurs bagages, leurs vêtements. L'oncle, il nous avait dit, je prends des matelas, puis des couvertures, parce que les matelas, c'est vite installé, quoi. On peut dormir au moins qu'on ne soit pas là sur la terre. Denise quitte à son tour l'est de la France pour rejoindre le cortège des fugitifs. Derrière la charrette de son oncle, 3 adultes et 3 enfants s'engagent dans un périple hasardeux. C'était pas l'aventure. L'oncle, il nous disait, il faut qu'on s'en va, et qu'on s'en va de l'autre côté de la Loire. Il faut qu'on passe la Loire, parce que là-bas, on sera sauvés. Chacun veut croire que les grands fleuves parviendront à stopper les Allemands. En 1914, la Marne avait bien brisé leur assaut. Mais la Meuse vient d'être franchie, et les troupes franco-britanniques ne cessent de reculer. À Montcornet, dans l'Aisne, le colonel Charles de Gaulle tente une contre-offensive pour barrer la route qui mène à Paris. En vain. Malgré l'âpreté des combats, la Wehrmacht poursuit sa progression. Pour l'heure, la population ignore tout des revers de l'armée française. La censure veille. En réalité, les généraux ne sont absolument pas préparés à cette guerre éclair, mais leur impuissance est soigneusement occultée. Il ne faut pas affoler les Français. Toutefois, les rumeurs se propagent. À Paris, Benoît de Groult commence à douter. Paris est menacé, paraît-il. Les Allemands seraient allants. Les Allemands ont l'intention de gagner la guerre en 2 mois. La première semaine a dépassé leurs espérances. Confiance toujours, titre sinistrement le Petit Parisien. Mais les nouvelles ne parviennent plus aux Français dispersés sur les routes. Ils affrontent de leur côté le calvaire de l'errance. Trouver de l'eau, se nourrir, dormir à l'abri. Sur la route, tout se réduit à l'essentiel. Le premier voyage, on avait quand même fait bien 25 km. Nous nous sommes arrêtés, le premier arrêt, à Sauce-Monclin. Alors là, un cultivateur du coin nous a hébergés, nous avons couché dans sa grange, sur du foin, bien content d'être déjà au chaud. Et puis il nous a quand même donné un petit peu à manger, parce que la marche à pied, ça creuse. La contagion des départs a déjà frappé des communes entières. La vie s'est arrêtée comme sous l'effet d'un cataclysme qui aurait anéanti tous ses habitants. On s'est arrêté dans une ferme, dans un petit village. Il n'y avait personne. Les gens étaient partis. C'était désolant, la première ferme que l'on voit. Pas d'occupants, les animaux tout seuls. Il y avait des vaches. Il y avait même du lait, tout près. Et là, on a bu. Bon, on avait encore quelques provisions de chez nous qu'on avait emmenées quand même. On n'était pas encore à sec. Après des heures de marche au soleil, dans la poussière et la sueur, les corps sont fourbus, les pieds enflés, douloureux. Mais se reposer est un défi quotidien. Dans le moindre hameau, les premiers arrivés ont déjà pris d'assaut tous les toits disponibles. Adrienne, la jeune Belge, s'apprête à flancher. Nous sommes sans courage et sans force, et il faut trouver un abri pour la nuit. Allons-nous dormir à la Belle Étoile ? Nous dénichons une masure abandonnée.
Elle est déjà pleine de réfugiés et des cris de bébés rendent la situation plus pénible. Nous nous glissons dans un foin poussiéreux. Tous ces naufragés souffrent de l'inconfort, du manque d'hygiène, du dénuement. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Alors qu'ils cherchent à échapper à la guerre va les rattraper. À partir du 15 mai, un déluge de feu s'abat sur les villes où les réfugiés ont fait étape. Les Allemands pilonnent sans relâche les gares et les routes et frappent sans distinction, convois militaires et civils. Compiègne, Arras, Douai et Amiens sont dévastés. Tout d'un coup, dans la nuit, il y a eu des sifflements terribles. C'était une bombe incendiaire. Il y avait les carreaux qui descendaient. Il y avait les portes qui s'ouvraient. Ces bombes incendiaires-là, ça sortait par tous les côtés, par les fenêtres, partout en bas. C'était dur, les bombardements, c'était dur. Parce que je ne comprenais pas pourquoi on nous tirait dessus. Fauchés par la mort, des milliers de réfugiés gisent sous les décombres. Les troupes françaises accusent, elles aussi, des pertes considérables. Malgré la résistance héroïque de quelques unités, beaucoup se rendent sans combattre. En quelques jours, plusieurs centaines de milliers de soldats sont faits prisonniers. Le 19 mai, après seulement 9 jours de combat, la panique gagne le sommet de l'État. Face au désastre qui s'annonce, Paul Reynaud remanie le gouvernement. Le maréchal Pétain est appelé en renfort et le général Weygand nommé à la tête de l'armée. On espère que le prestige de ces deux héros parviendra à sauver la France. Confiant en ses chefs, confiant en ses soldats, le pays n'a plus qu'un devoir, vaincre, qu'une seule pensée, vaincre. Mais les Allemands foncent déjà vers la Manche et descendent vers la Somme. La nasse se referme peu à peu sur 1 million de soldats français, belges et britanniques. Loin du front, à Gisors dans l'Oise, la population n'a toujours pas conscience de ce qui l'attend. Ce même 19 mai, les enfants célèbrent leur première communion. Quand soudain, un spectacle inhabituel vient troubler les festivités. Les premières vagues de réfugiés traversent la ville en silence. À Gisors, comme dans les régions jusque-là épargnées, la tragédie de l'exode entre sans crier gare dans le quotidien des Français. Je voyais sur la route passer beaucoup de gens, beaucoup de voitures, beaucoup de choses, et je m'étonnais, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de monde qui passe sur la route comme ça? Moi, je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, j'allais partir comme ça. L'immatriculation de ces voitures nous permettait de suivre finalement l'avancée des Allemands. Ça nous inquiétait quand même, parce qu'on disait quand est-ce que ça va s'arrêter. Le passage de ces convois dépenaillés contredit tous les discours rassurants qui ont jusque-là bercé les Français. Pire,
Comme une onde de choc, la panique se propage. La contagion des départs gagne la Picardie, la Champagne et la Normandie. Maman avait préparé le landau de mon frère. Donc elle avait mis des effets, des papiers et tout cela. Et donc nous sommes partis sur la route en allant sur la mer, route d'Abbeville. On a marché, je ne peux pas vous dire combien de temps, il faisait très chaud. Andrea fuit Amiens avec sa mère, son frère et sa sœur. Tout comme la famille de Michel. Tous viennent grossir la marée qui s'écoule vers l'ouest ou le sud du pays. 4 millions de personnes ont déjà quitté leur foyer. C'était une file interminable, dont on ne voyait pas le bout, ni devant, ni derrière. Au cœur de cette odyssée, la tragédie bouleverse le destin d'une multitude de familles. Tout le monde était sur la charrette et à un moment donné, mon père laisse sa place à un piéton fatigué et dit « Eh bien, moi, je continue à vélo ». On se dit « Rendez-vous au carrefour Sainte-Beuve-Cole ». Et au carrefour Sainte-Beuve-Cole, eh bien, personne. La mère de Michel relate l'incident dans son journal. Que faire? Descendre dans la forêt, nous trois, ou continuer? On décide de continuer jusqu'à Neuchâtel, pensant qu'Henri va nous rejoindre. Les heures passent, angoissantes pour nous et tristes. On ne sait pas où est mon père. Il est 16 heures et vers 21 heures, ma mère crie « Ah, Henri, Henri !» Effectivement, c'est lui avec son vélo qui arrive, mais c'est des retrouvailles dramatiques. On mange du sucre, du chocolat et on couche sur les planches. À 4 heures du matin, on part de nouveau pour fuir les avions qui survolent sans relâche la ville. Dans cette guerre où l'aviation joue le premier rôle, les raids aériens harcèlent constamment les réfugiés. Une stratégie destinée à saper le moral des civils et précipiter la défaite militaire. Les gens, dès qu'ils s'apercevaient un avion, c'est terrible, attention, regardez là-bas, bougez-vous. Nous, on se mettait dans les fossés, il y en a qui couraient dans les champs, on se faisait tuer. À chaque fois qu'on se relevait, ma maman disait « Ne regardez pas », parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient tuées. Puis les animaux, les chevaux, dans les fossés, il y a une odeur pestilentielle, ça sent mauvais, c'est pas croyable. Très vite, les routes de l'Exode deviennent des routes de la mort. Il y avait une femme qui vient nous demander si on avait un outil pour faire un trou. Alors on dit, oh là là, pourquoi vous... Oh, notre fille vient de se faire tuer. Quand on est parti, ces pauvres gens-là, ils creusaient un trou avec leurs mains pour enterrer leur fille. C'était la première fois que je voyais un mot. Et ça a été dur à passer, tout ça.
Parfois, cette terreur venue du ciel ébranle la raison des plus fragiles. Alors que la famille de Michel fait halte à Forges-les-Eaux en Normandie, Germaine Mabille constate l'agitation de son mari. Henri a réveillé toute la maison. Il ne dort pas et il est très énervé. Il déambule partout dans Forges et s'arrête dans tous les cafés. Il a beaucoup changé. Dans les jours qui suivent, un cafetier a porté plainte pour esclandre. Finalement, il a dû être interné en hôpital psychiatrique. Et nous voilà donc séparés de mon père une deuxième fois. Dans les derniers jours de mai, plusieurs centaines de milliers de réfugiés échouent dans la capitale. Dans les gares, les comités de bénévoles s'efforcent de soulager leur détresse. Tereska Torres, une jeune lycéenne, fait partie de ces volontaires. Gare Saint-Lazare où s'entasse un véritable bétail humain, affolé, sale, affamé. Tous ces gens sont en loques. Il y a des femmes enceintes, des vieillards à moitié paralysés, des bébés de quelques jours, des jeunes filles. Derrière un paravent, on peut se laver le bout du nez dans une cuvette de la taille d'une assiette. C'est là que des pauvres femmes qui ont marché des jours et des nuits viennent débarbouiller leurs gosses entre des piles de pain et des boîtes de thé. Pour la plupart de ces malheureux, Paris n'est qu'une étape temporaire. Dirigés vers la centaine de centres d'accueil répartis dans la ville, beaucoup espèrent y trouver quelques heures de répit. Mais les 25 000 places prévues s'avèrent vite insuffisantes. D'immenses dortoirs s'improvisent alors dans les gares et dans les lycées. Des campements s'organisent même sur les trottoirs jusqu'en banlieue. La Croix-Rouge et les organismes d'entraide se débattent seuls pour gérer cette invraisemblable affluence sans le concours des autorités. Le colonel de La Roque, à la tête d'un important réseau de bénévoles, fustige l'incurie du pouvoir. Le pays tout entier est maintenant envahi par une masse innombrable de réfugiés. Jusque dans les campagnes, jusque dans les petites villes de province. Vous ne pouvez ignorer que le contrôle de cet envahissement est non seulement dépassé, mais qu'il est dans la plupart des cas quasi inexistant. Mais le gouvernement a bien d'autres préoccupations. Il est aux abois. La France est en train de perdre ses alliés. Le 28 mai, 2 semaines après les Pays-Bas, la Belgique capitule. Les Britanniques, eux, commencent à rapatrier leurs troupes, encerclées sur les plages de Dunkerque. En quelques jours, près de 340 000 hommes parviennent à rejoindre l'Angleterre. La France se retrouve seule face à l'ennemi. À Paris, l'inquiétude gagne Benoît de Groult. Nous commençons à sentir un petit vent de défaite nous souffler dans le dos. Les événements se rapprochent de nous comme des chasseurs et commencent à nous cerner. Notre horizon libre se rétrécit, du nord à l'est.
Début juin, de la frontière belge jusqu'à Abbeville, les côtes de la Manche sont aux mains des Allemands. Ils ont aussi envahi le Pas-de-Calais, l'Aisne et la Somme. Avec l'accalmie des combats, la frénésie des départs s'atténue. Après des semaines d'errance, de nombreux réfugiés achèvent leur périple dans l'ouest et le sud du pays. Les communes d'accueil sont vite submergées. En 4 jours, la petite ville de Lodève dans l'Hérault passe de 6 000 à 12 000 habitants. Lorient et Brest voient aussi leur population doubler. Plus de 150 000 personnes arrivent en Mayenne, 225 000 en Corrèze, et 200 000 évacués des Ardennes atterrissent en Vendée et dans les Deux-Sèvres. Parmi eux, Jean et sa famille. Nous sommes arrivés à Niort et on nous a dit, en arrivant là-bas, non, c'est vous allez à Esnay, c'était à côté de La Roche-sur-Yon. On était quand même bien une bonne cinquantaine là-bas. Et c'est là qu'on a commencé à manger des mogettes. Je vous dis ça parce que c'était le plat du jour. Hein. C'est bien connu, hein. Les Vendéens, ils mangeaient beaucoup de mogettes. On n'était pas chez nous non plus. On était un peu considérés comme des étrangers, hein. Attention. On était évacués, mais on n'était pas Vendéens, ni... Bon, il fallait faire avec. Hein. Les nouveaux venus suscitent souvent la curiosité, parfois le rejet. Mais la plupart des communes fournissent des efforts considérables pour les accueillir. L'heure est encore à la solidarité. Après avoir parcouru 400 km à pied, Renée, la petite Belge séparée de sa famille, est recueillie dans l'Yonne par des villageois. Moi, je participais à la vie de la famille. Et on m'avait demandé d'aider dans le jardin. Et je ramassais des dorifores. Je n'avais jamais fait ça. Chez moi, on n'avait pas de jardin. Et puis, on m'a prêté un vélo et on m'a appris à faire du vélo. J'ai appris à faire du vélo. Je ne le savais pas. Les beaux dimanches de printemps, quand on allait à Robinson, danser sous les lampions tremblants. Andrea et les siens sont hébergés par un fermier du Maine-et-Loire. Après avoir été sous le feu, c'était un havre de paix. Quand on allait à Robinson, les beaux dimanches de printemps. Mais la trêve ne va pas durer. Alors qu'ils se croyaient préservés du danger, les Parisiens sont à leur tour pris pour cible. Paris a reçu le baptême du feu. Des escadrilles allemandes ont lancé près de 1100 bombes sur la capitale et sa banlieue. Le 3 juin, la ville lumière est durement frappée. La jeune bénévole Teresa Torres est bouleversée. Aujourd'hui, à 1h15 de l'après-midi, la horde germanique a bombardé mon Paris. 900 victimes, dont 250 morts. La banlieue a été très atteinte, ainsi qu'Auteuil, Versailles et la porte de Vanves. Ce n'était qu'un avertissement. Mon beau Paris, que vont-ils faire de toi, ces barbares ? L'arrivée des Allemands est imminente. Il faut sauver ce qui peut encore l'être. Le personnel du musée du Louvre
s'affairent plusieurs jours durant pour évacuer les œuvres les plus prestigieuses. Près de 4000 sont expédiées en province. Parmi elles, la Joconde, la Victoire de Samothrace, la Vénus de Milo. Dans l'urgence, on évacue aussi l'or de la Banque de France. Il est acheminé vers les États-Unis, le Canada et les colonies pour échapper à la voracité des Allemands. Mais il est déjà trop tard pour sauver la France. Le 5 juin, la Wehrmacht déclenche la dernière phase de l'invasion. En 3 jours, les lignes françaises sont enfoncées sur la Somme et dans l'Aisne. Comme un rouleau compresseur, les Allemands foncent vers la Seine. Le 9 juin, le fleuve est atteint. À son tour, Rouen tombe. La vieille ville va brûler pendant toute une semaine. Les Allemands ont interdit l'intervention des pompiers. Ce même jour, le Havre est en flammes. L'armée française a détruit les stocks de pétrole pour les soustraire à l'ennemi. Il fait nuit en plein jour dans la ville dévastée par les bombes. Le jeune Albert assiste à une vision d'enfer. Il y avait une maison en face qui brûlait, un magasin qui brûlait. Sur 100 mètres, il y avait au moins 5-6 incendies. Alors je me rappelle, je suis rentré dans notre abri qui était le bas de l'immeuble. Tous les voisins étaient là, on était peut-être une quinzaine. Et là, c'est la première fois que j'ai claqué des dents. Parce que j'ai vraiment eu peur d'entendre le bruit de la bombe qui sifflait. Là, je me rappelle, c'est la seule fois de ma vie que j'ai claqué des dents. Des dizaines de milliers d'habitants cherchent à fuir par la mer. Mais le port du Havre est constamment pilonné par les Stukas. Je vois un avion allemand, puis je vois des espèces de torpilles de trucs longs là, tomber sur ce bateau-là, et le bateau coupé en deux et coulé. Tout le monde y est passé, quoi. Le bateau s'est coupé en deux. Ce cargo, c'est le Niobé. Jacqueline et sa famille auraient dû s'y trouver. Mais au moment de monter à bord, la petite fille s'est perdue dans la bousculade. Ses parents ont rebroussé chemin pour la chercher. Entre 800 et 1000 passagers trouvent la mort dans le naufrage du Niobé, surtout des femmes et des enfants. Sans le vouloir, Jacqueline a sauvé tous les siens. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Le 10 juin, l'Italie entre en guerre aux côtés de l'Allemagne. Les dizaines de milliers de réfugiés qui ont atteint les Alpes, la région lyonnaise et la Provence sont pris en étau. La situation de la France est désespérée. Fini les mots d'ordre optimistes. En entendant Paul Reynaud, Benoît de Groult est frappé par son changement de ton. La France a traversé de plus rudes épreuves. La France ne peut pas mourir. Reynaud pleurait ce soir à la radio. Il a conjuré l'Amérique d'intervenir. Il n'est déjà plus temps. L'ennemi envahit la France à la vitesse d'un homme à cheval. Mais il n'y aura pas de limite à cette marée-là. L'avenir va lui donner raison. Les Allemands sont déjà en Champagne. Paris est à leur portée. Au sommet de l'État, c'est le sauve-qui-peut généralisé. Ce 10 juin, le gouvernement au complet quitte la capitale en cachette et déclenche ainsi la panique chez les Parisiens.
Commence alors le plus invraisemblable déplacement de population que la France ait connu. En quelques heures, c'est un raz-de-marée. Les commerçants commençaient à fermer aussi pour partir. On avait peur de même plus avoir à manger, puis on avait peur que les Allemands détruisent Paris. C'était la dernière limite, il fallait se sauver. Christiane et sa mère cherchent à gagner Saint-Nazaire, mais les gares sont engorgées. Des milliers de Parisiens mêlés aux autres réfugiés se ruent sur les trains. Qu'importe la destination. On fait la queue pendant des heures pour atteindre les quais. Mais les centaines de rames, affrétées par la SNCF, ne suffisent pas à absorber ce déferlement. On a réussi à monter dans le train et le train était bourré. Les gens étaient debout du côte à côte, même dans les water, il y avait encore des gens debout. Et je crois bien qu'il y en a qui sont partis sur les marchepieds. C'était le dernier train qui partait. On partait par le dernier train et les gens se sauvaient vraiment. On se sauvait, on avait peur, on se sauvait. Faute de train, tout ce qui roule est mis à profit. En 3 jours, Paris perd 2 millions d'habitants. Les plus aisés s'entassent dans leurs véhicules. Chez Sylvie, ce ne sont pas moins de 11 personnes qui s'apprêtent au départ. Il y avait 6 adultes et 5 enfants dans la voiture. C'était une vieille Peugeot ronde, vous savez, comme ça. Il y avait maman, il y avait grand-mère, il y avait tante Colette qui conduisait, il y avait les employés de maison, il y avait Mariette, qui était avec grand-mère, et son fils, qui n'avait pas de place dans la voiture, qui a voyagé sur le capot de la voiture, à l'extérieur de la voiture. C'était compliqué comme décision à prendre. Surtout qu'il n'y avait pas d'hommes. Il n'y avait pas d'hommes, il y avait que des femmes. Si les pères et les maris sont absents, c'est qu'ils sont au front. Ou déjà prisonniers, peut-être. Comment savoir? Il n'y a plus de journaux, plus de radio. Trop âgé pour combattre, Léon Verte est englouti dans un embouteillage monstrueux. Comme lui, les 2/3 de la population parisienne ont pris la route. Il n'est pas possible qu'il reste à Paris une seule auto. On n'imaginait même pas que Paris en pût contenir autant. La caravane des autos est doublée par des cyclistes, hommes et femmes, et par des piétons qui boitent. On roule un moteur étranglé en seconde, le plus souvent en première, de 20 mètres en 20 mètres. Puis c'est un arrêt de 6 ou 7 heures au soleil. Le 14 juin 1940, les Allemands entrent dans la capitale désertée par ses habitants. Pour éviter les bombardements destructeurs, Paris a été déclarée ville ouverte. Les rares Parisiens qui sont restés se sont cloîtrés chez eux. Quelques-uns optent pour le suicide. La nouvelle sidère le monde entier. Paris est tombé. Auf dem Eiffelturm wird die Reichskriegsflagge gehisst. Pendant ce temps, la France est sans tête. Le gouvernement s'est replié sur les bords de Loire. Le Parlement et le Sénat sont installés à Tours, les ministères dispersés dans une dizaine de châteaux dans toute la région. Il est impossible de se réunir, faute de véhicules pour se rendre d'une demeure à l'autre. Certains domaines ne disposent même pas du téléphone.
Les liaisons avec le front sont défaillantes. Antoine de Saint-Exupéry est consterné. Le gouvernement baigne dans le vide. Un vide polaire. Que peuvent-ils, ceux qui gouvernent, connaître de la guerre? Comment les responsables sauraient-ils si 10 millions de Français ne sont pas déjà morts de faim? Le désarroi du pouvoir précipite le chaos. La nation s'effondre. La plupart des fonctionnaires désertent. Policiers et gendarmes prennent la fuite. La poste est aux abonnés absents. Les pompiers partent aussi avec leurs véhicules. À Chartres, Jean Moulin, l'un des rares préfets restés à son poste, se retrouve seul dans la ville dévastée. Je fais ce matin le bilan de la situation. Il est désastreux, alors qu'un quartier de la ville est en flammes, sans eau, sans gaz, sans électricité, sans téléphone. Le problème le plus angoissant est celui du ravitaillement. Les 2 derniers boulangers sont partis hier soir. Il ne reste que 7 à 800 habitants sur 23 000 que comptait la ville. À la mi-juin, 26 départements sont dépourvus de forces de l'ordre. Il n'y a plus de banques, plus de magasins. D'ailleurs, il n'y a plus rien à vendre. Médecins et pharmaciens quittent les villes, en masse. Les patients hospitalisés sont abandonnés à leur sort. À Orsay, 4 infirmières achèvent des vieillards grabataires avant de s'enfuir. 200 malades mentaux de l'asile de ce mois sont libérés et livrés à eux-mêmes. À la débâcle des institutions s'ajoute la débâcle militaire. Sur les routes encombrées, des milliers de soldats se replient en désordre. La vision de cette armée en déroute accroît le désespoir des réfugiés. Léon Verte témoigne. Pour la première fois, j'ai vu, sans armes, la tête vers le sol, des fantassins isolés, marchant comme des aveugles, comme des ombres débraillées, éclopés, loqueteux. On ne reconnaît qu'à leur calot qu'ils sont soldats ou l'ont été. Nous n'imaginions pas du tout la défaillance totale des troupes françaises. Nous les supposions attendant l'ennemi sur l'autre rive de la Loire. Cette débandade vient gonfler encore la cohue des marcheurs. Si l'exode de mai était un torrent, celui de juin est un cataclysme. En quelques jours, une moitié de la France se déverse dans l'autre. Désormais, 8 millions de personnes sont exilées dans leur propre pays. Englué dans ce magma humain, le journaliste Lucien Rebattet écrit « De gigantesques bivouacs apparaissent en plein champ. Les naufragés échoués là sont livides sous leurs emplâtres de crasse et de poussière. Des femmes dorment à terre dans des manteaux de vison. Des Packard et des Rolls-Royce sont devenus roulottes, des oripeaux pendus à leurs fenêtres. Dans l'espace de 3 jours, la France vient de sauter à reculons 10 siècles. Le délabrement général alimente un climat de psychose. On cherche un responsable de tant de malheur. On accuse alors les agents de la 5e colonne, des espions allemands soi-disant infiltrés dans la population pour semer la confusion.
On se méfiait de la 5e colonne. Alors on était très soupçonneux. Et on avait repéré 2 femmes au grand pied. Alors on s'est dit, ça doit être des Allemands déguisés. Les murs se couvrent d'inscriptions. Les rumeurs les plus folles circulent. Une atmosphère propice pour tous les fauteurs de troubles. À Chartres, où affluent des milliers de réfugiés parisiens, le préfet Jean Moulin assiste à une scène révoltante. Devant la préfecture, 200 personnes environ sont massées, excitées par 3 ou 4 énergumènes qui parlent de mettre le feu à la boîte et qui souhaitent de voir arriver vivement les Boches pour mettre un peu d'ordre dans cette pourriture. J'ai affaire à quelques professionnels de l'émeute qui sont venus exprès pour créer la bagarre. La foule, manœuvrée par les meneurs, réclame violemment du pain. En un mois à peine, la France est devenue un gigantesque radeau de la Méduse. Dans ce naufrage, l'identité de chacun se désintègre au fil des kilomètres. Les bagages devenus trop lourds sont renversés dans les fossés. Les souvenirs de toute une vie se dispersent. Les voitures sont abandonnées par manque d'essence ou en raison de panne. Leurs occupants grossissent encore l'immense foule des marcheurs. Passer la Loire devient leur unique obsession. Les routes n'arrivent plus à digérer cette marée humaine qui s'étire au ralenti, comme un mille-pattes géant. Antoine de Saint-Exupéry est sidéré. Il s'agit d'un immense troupeau qui piétine, fourbu, devant l'abattoir. Sont-ils 5, 10 millions livrés au macadam? Et véritablement, je ne puis concevoir comment ils se débrouilleront pour survivre. Ma mère, elle dit, je vais aller voir dans le village s'il n'y a pas une épicerie, quelque chose, pour avoir à manger. Alors, mon frère, il nous dit, venez, il y a un jardin. Il dit, il y a des oignons, des ail et tout ça, des échalotes. Nous avons mangé le carré d'oignons, d'échalotes. On avait tellement faim, on a mangé ça comme ça. Dans les villages traversés, les réserves sont épuisées depuis longtemps. Marguerite Marceau, une jeune institutrice partie avec ses élèves, se retrouve avec 22 bouches à nourrir tous les jours. Nous faisons notre toilette dans une mare. Nous buvons de l'eau, de l'eau. Nous sommes fiévreuses, les lèvres, les yeux brûlent. Nous mendions un fromage de chèvre pour 23. On nous prédit la famine. Sans manger, nous remontons dans le chariot. Dans les trains, la question du ravitaillement est encore plus dramatique. De nombreuses voies ont été détruites et les convois constamment déviés roulent au hasard des tronçons encore praticables. Malgré son jeune âge, Robert apprend vite à se débrouiller. Dans ces wagons bestiaux, il y avait beaucoup de monde, bien sûr. Nous, on était dans un coin, là, toute la famille, et on s'arrêtait très souvent. Alors nous, avec mon cousin, là, on se débrouillait pour aller piller les wagons qui étaient stationnés à droite ou à gauche. Et je me souviens une fois, moi je suis revenu avec un jambon et mon cousin avec une petite dame Jeanne de vin. Ce jambon, là, on l'a partagé, bien sûr. Ceux qui avaient un peu quelque chose venaient en aide aux autres, quoi. Le train s'est arrêté en pleine campagne, et un peu plus bas, il y avait une ferme. Et mon père, avec d'autres personnes, est descendu pour demander de l'eau.
et le paysan fait payer l'eau. Mon père était horrifié. Il est revenu, il a dit « Vous apporte de l'eau, je l'ai payé ». Dans cette lutte acharnée pour la survie, le meilleur et le pire se côtoient sans cesse. Souvent, l'égoïsme et la cupidité l'emportent, au mépris de toute morale. Les gens passaient, ils ouvraient des maisons, ils ouvraient des cafés, ils ouvraient des épiceries pour essayer de se nourrir. Et ma tante a vu qu'une personne donnait à manger à ses chiens. Et elle a dit « Pardon, madame, pouvez-vous me donner un petit peu pour les enfants ?» La personne a répondu « Attendez, il faut d'abord que je vois si j'en aurai assez pour mes chiens. » C'est le règne du chacun pour soi. La frontière entre le bien et le mal se dissout. À un moment, on a vu une femme qui se noyait. Quelqu'un l'a tirée de l'eau, elle était vivante, et il y a un motocycliste français qui passait, d'armée, et quelqu'un lui a demandé de l'amener à l'hôpital. Et le gars, il a refusé de la prendre. Alors je crois pas qu'elle est morte après, on l'a laissée là, sur le bord de la rivière. Cette débâcle morale n'a pas été filmée. Seuls quelques récits en témoignent. Lucien Rebattet, futur apôtre de la collaboration, s'en fait l'écho. En plein bombardement, une femme, pas une fauchée, du beau linge, à côté d'une grosse auto en panne. Elle levait sa jupe jusqu'au menton, sa culotte par terre, et elle criait « Je me donne à celui qui me conduira ». Les bandes de soudards, souvent les voisins du fugitif, pris d'une frénésie de vol, qui démolissent les portes, brisent les fenêtres, vident les maisons abandonnées. La migration s'achève dans une complète démence. Toute ombre de raison a abandonné notre pays. Le dernier acte de cette tragédie va se jouer sur la Loire. Le fleuve royal est le dernier rempart naturel qui subsiste pour stopper les Allemands. Mais les troupes françaises, anéanties, ne peuvent défendre tous les ponts. Dans un ultime baroud d'honneur, elles les dynamitent. Une stratégie désespérée, lourde de conséquences. Parvenu dans le sud du Loiret, Léon Verte croit enfin toucher au but. On nous crie qu'on ne passe plus la Loire, que le pont de Gien a sauté. Ma femme décide de passer coûte que coûte, à la nage s'il le faut. Talonnés par les Allemands, les réfugiés se précipitent dans les villes où les ponts sont encore debout. Il faut 6 à 7 heures pour traverser Blois et passer sur l'autre rive. Les derniers ponts sont des goulets d'étranglement. Et les foules de civils qui s'y pressent, des cibles de choix. À Cosne-sur-Loire, Denise échappe par chance à un bombardement. Alors là, quel désastre. Oh là, un désastre énorme. Les ponts étaient sautés, mais remplis de réfugiés. On entendait crier, on entendait des plaintes, des chevaux qui hennissaient. Et je voyais ces morts, et je voyais... Oh, ça m'a suivi longtemps, ce spectacle. À Gien, Orléans, Sully et Blois, on dénombre des dizaines de milliers de victimes. L'armée française déplore de son côté 60 000 morts depuis le début des combats. Leur sacrifice a sauvé l'honneur, mais n'a pas sauvé la France. Le 16 juin, les Allemands traversent la Loire, à Orléans. Une évidence s'impose. La France a perdu la guerre en 6 semaines, et l'infranchissable ligne Maginot n'a retenu que des illusions.
Le même jour, le gouvernement quitte en catastrophe les bords de Loire pour rejoindre Bordeaux. Paul Reynaud jette l'éponge et laisse la place au maréchal Pétain. Le 17 juin, le vieux maréchal appelle à cesser le combat. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. On a vu sortir un soldat français avec un clairon. Il était débraillé. J'ai l'impression qu'il avait un petit peu bu. Et il a sonné. Et après, on m'a dit que c'était le cessez-le-feu. La Wehrmacht peut parachever sa victoire. D'est en ouest, les villes tombent les unes après les autres. Laval, Rennes et Metz, le 17 juin. Le Mans, Nantes et Belfort, le 18. Fuir les Allemands est devenu inutile. Ils sont maintenant partout. La confrontation avec l'ennemi tant redouté surprend les enfants. Ce qui nous étonnait, alors là, c'était que des jeunes. Dans l'armée française, il y avait déjà beaucoup de vieux, que là, on voyait des types de 18, 20 ans, les officiers 30 ans. Ça a été un choc. Alors que nous étions désespérés de voir nos soldats qui étaient perdus sur la route, ils sont arrivés avec des véhicules, des athlètes, torse nu, bien bronzés, heureux. Ça nous a marqué. On s'attendait à voir des brutes épaisses, des violeurs. Et alors, ce que tout le monde a été étonné, mais qu'il ne faut pas dire, c'est qu'ils étaient corrects. J'ai jamais entendu dire autant le mot correct. Disciplinés, les troupes de la Wehrmacht appliquent la consigne. Se montrer polis et amicales envers les vaincus. Les soldats se mettent en scène aux côtés d'habitants visiblement conquis. Marguerite Marceau, hébergée dans une école avec ses protégés, assiste à la visite d'un officier allemand. L'institutrice et son mari le reçoivent à bras ouverts. Des sourires et des petites mines. Après le dîner, une bouteille de bon vin est montée de la cave. Une ne suffit pas, et 3 autres viennent rendre hommage à ces hôtes tant attendus. J'en ai la nausée. Certains Français sont séduits, mais beaucoup comprennent que cette correction n'est qu'une façade. Car l'envahisseur ne tarde pas à tomber le masque. Ils avaient tous les droits. Ils allaient dans les fermes, ils réquisitionnaient tout. Ils allaient au restaurant, ils demandaient une omelette de 50 œufs pour 2 personnes. Ils étaient là en vainqueurs. Les réfugiés sont délogés des maisons où ils sont installés. Le peu de vivres et de bétail qui reste est réquisitionné. Partout, les Allemands se servent sans vergogne. À Chartres, le préfet Jean Moulin est indigné. Je constate que le pillage a considérablement augmenté. Il est vrai que les pillards ont reçu un sérieux renfort. Je vois un soldat allemand sortir à 4 pattes d'une bijouterie. Ailleurs, c'est par auto entière, quand ce n'est pas par camion, qu'officiers et soldats enlèvent les tissus, les conserves, les bouteilles. Peu de Français toutefois refusent la défaite. Charles de Gaulle, tout juste promu général, s'exile à Londres. Le 18 juin,
il appelle ses compatriotes à poursuivre le combat. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Mais dans son pays en ruine, peu vont l'entendre, et encore moins le suivre. L'appel de général de Gaulle et autres, on n'a rien entendu, on était au courant de rien. Mes parents n'avaient pas de radio non plus. Hein. À l'époque, ils n'avaient pas de... On était absolument coupés du monde. Le 22 juin, l'armistice est signé. Définitivement vaincue, la France accepte les conditions imposées par Hitler. Cette fois, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. La tristesse submerge les réfugiés. D'autres, en revanche, manifestent une joie sans mélange. Marguerite Marceau s'en désole. J'apprends la signature de l'armistice, que certains réfugiés célèbrent en dansant toute la nuit avec les Allemands. Jamais je n'aurais pu imaginer un tel spectacle. Mais pour la majorité des Français, exilés dans leur propre pays, l'armistice est un soulagement. Il signifie la fin du cauchemar et l'espoir du retour. Et alors là, on est reparti le lendemain, à pied, mais le sang s'inverse. On était entourés par les Allemands. Bon, on ne pouvait plus rien faire. Il n'y avait plus qu'à rentrer à la maison. Jean-Édouard rentre à Valenciennes sans trop d'encombre. Philippe et sa famille, eux, rencontrent bien des obstacles pour retourner à Blois. Durant tout le trajet de remontée vers le nord, des gendarmes nous ont empêchés de prendre la nationale 10 et nous ont déviés vers l'est, si bien que nous nous sommes retrouvés dans un petit village qui s'appelle Chabris, sur les bords du Cher. La ligne de démarcation était sur le Cher et venait de fermer quelques heures auparavant. Désormais, la France est coupée en deux. Au nord, la zone occupée. Au sud, la zone libre. Pour circuler de l'une à l'autre, les Allemands exigent un Ausweis, un sésame très difficile à obtenir. Coincés en zone libre, des milliers de réfugiés vont prendre leur mal en patience pendant des semaines, voire des mois, dans des régions surpeuplées. Pour les adultes, une attente pénible placée sous le signe de la pénurie. Pour beaucoup d'enfants, un délicieux goût de vacances. Ces 3 mois passés à Chabris, c'était merveilleux. Nous, les enfants, on n'avait pas de soucis. On avait de quoi manger. On prenait nos vélos pour aller chercher du beurre à la ferme. Je me souviens de ces balades à vélo. La campagne, les meules de foin, ça a été vraiment extraordinaire. C'était non seulement une aventure, mais c'était des vacances extraordinaires. Jusque-là, on ne partait pas en vacances. Et là, pour nous, c'était merveilleux. Réfugiée à Lourdes, Madeleine Nicolas est pressée de rentrer au Havre. Un voyage de plus de 1000 km qu'elle va faire à vélo. On emploie des ruses de Sioux pour essayer d'obtenir un laissez-passer.
Il n'y faut pas compter. Défense même de quitter Lourdes. Tant pis, nous circulerons sans papier. Impossible de se procurer une simple carte de France. Nous n'avons même pas un vieux calendrier des postes. En quelques jours, elle gagne Poitiers et parvient à passer en zone occupée. Le ravitaillement est nettement plus facile qu'en zone libre. Nous dénichons une livre de beurre. Depuis 2 mois que nous n'en avions pas vu. Nous en mangeons avec tout. Sardines beurre, légumes beurre, poires beurre. En quittant la ville, nous voyons 2 camions bondés de prisonniers français. Les malheureux, quand reviendront-ils chez eux? Pour plus d'1,5 million de prisonniers de guerre, c'est un autre voyage qui commence, vers l'Allemagne et ses terribles stalags, pour 5 longues années. Le caporal Robert Duchamp est l'un d'eux. Nous sommes filmés pour les actualités allemandes. La file s'étire sur une longueur démesurée. Il fait chaud, le soleil tape dur sur les crânes. Ça sent la sueur, les pieds sales, le paix, la merde. Nous n'avons pas de ravitaillement, ni à midi, ni le soir. Le sort de ces hommes ne dépend plus du gouvernement, désormais installé à Vichy. Le 10 juillet, le maréchal Pétain obtient les pleins pouvoirs à une écrasante majorité. C'est à une France humiliée et hagarde que l'ancien sauveur de Verdun promet l'ordre et la paix. Mais l'urgence est d'abord de remettre le pays en marche, car la situation est catastrophique. Une grande partie du territoire est en ruine. Les routes dévastées, les chemins de fer désorganisés, l'essence manque. Et 8 millions de Français doivent retrouver leur foyer. Sous la tutelle de l'occupant, le rapatriement des populations commence. Les Allemands décident de tout. Du rythme et des parcours des retours, des haltes imposées pour éviter les bouchons et du ravitaillement. La propagande exalte l'efficacité et la bienveillance de leurs soldats. On allait au ravitaillement, enfin, au rassemblement, pour avoir du pain. Du pain de seigle noir que nous, on a toujours appelé du pain à caca. Et c'est là qu'on s'est aperçu que les Allemands nous filmaient parce qu'ils disaient « Qui en veut ?» Et on levait le bras. Et ils filmaient comme si on faisait le salut hitlérien. Quand mon père a su ça, il nous a interdit d'aller au rassemblement. Les organisations allemandes de secours sont occupées partout dans les régions occupées à soulager la misère des fugitifs rentrant dans leur foyer. Dans les trains du retour, la générosité des Allemands pose aux enfants de cruels dilemmes. Un Allemand nous a donné une tablette de chocolat et une boîte de sardines. Ça nous a bien embarrassés. Refuser ce qu'il nous donnait, on ne savait pas quelles conséquences ça pouvait avoir. On l'a donc accepté, mais on ne l'a pas mangé. Parce qu'on s'est dit, c'est peut-être empoisonné. Au cours de l'été 1940, les retours s'amplifient. Pour ceux qui sont autorisés à rentrer chez eux, ils vont s'échelonner jusqu'en septembre. Des Ardennes à la Franche-Comté, un vaste territoire destiné à être repeuplé par des Allemands est déclaré zone interdite. Ses habitants seront contraints de vivre durant de longs mois dans des camps de transit. « 900 000 Français font le choix de ne pas rentrer. Certains vont rester durant toute l'occupation dans les régions qui les ont accueillis.
D'autres s'y installent définitivement, comme les Ardennais en Vendée. Les Juifs, originaires d'Alsace et de Moselle, annexés par l'Allemagne, n'ont pas le droit d'y retourner. D'autres Juifs n'ont plus d'endroit où aller. C'est le cas de Paul Schaffer et sa famille. Après avoir fui l'Autriche puis la Belgique, le hasard les a conduits dans la région de Toulouse. Et c'est là où on a compris que le retour sera quasiment impossible. Et donc nous sommes restés pour théoriquement nous installer à Revel jusqu'à la fin de la guerre. Mais nous espérions en sécurité sur place. Quelques mois plus tard, toute la famille est arrêtée et déportée. Seul survivant, Paul reviendra s'installer en Haute-Garonne à la Libération. Pour l'heure, la même angoisse taraude tous les réfugiés. Qu'allait-on retrouver à la maison? Est-ce qu'on va retrouver la maison? Est-ce qu'elle sera vidée ou pas? Les destructions et les pillages ont saccagé bien des régions. On a retrouvé la maison pratiquement vide. Tout ce qui avait été pillé a été regroupé dans le cinéma. Donc nous sommes allés là-bas voir si on avait des affaires à nous. On a récupéré un lit. Le père avait décidé de ne pas fermer la maison parce qu'il s'est dit, si je ferme la maison, on va me la démolir. Donc nous sommes partis, maison ouverte, et le chien est resté. Et c'est ce qui fait peut-être que la maison a été protégée. Malgré leur départ précipité, certains ont fait preuve de prudence. C'est le cas de la famille de Bernard. Ma grand-mère avait toujours dans la cave des bonnes bouteilles de vin. Elle ne voulait pas que les Allemands puissent les prendre et les boire. On a fait un trou et on a mis les bouteilles bien rangées avec des planches entre eux. Et on a rebouché, on a remis tas de sable par-dessus et les bouteilles sont restées là. Et quand on est rentré, on a ouvert, il y avait une bouteille de cassée. Malheureusement, à mon âge, j'ai pas pu goûter le vin. Comme beaucoup d'autres, Sylvie retrouve son domicile dévasté. La maison est occupée par une 60aine d'Allemands. Ils avaient transporté des armoires entières remplies de vaisselle, etc., sans vider l'intérieur, bien sûr. Donc la plupart des choses étaient cassées. Toutes les chemises de nuit de grand-mère, tous les linges, etc., bon, ils s'en étaient servis pour cirer leurs bottes. Il y avait une odeur absolument épouvantable. Maman, avec 3 ou 4 personnes, ont mis au moins 6 semaines à désinfecter la maison. Les régions de la Somme, de l'Aisne, du Pas-de-Calais et des Ardennes sont ravagées. Des centaines de milliers de réfugiés ont tout perdu. Ils doivent pourtant recommencer à vivre. Certains n'en auront pas la force. Après un long séjour en hôpital psychiatrique, le père de Michel rentre chez lui. L'arrivée à Amiens a été marquée par le désespoir de mon père de voir que ses instruments de musique avaient été emportés. Il y avait eu du pillage dans le quartier et c'est, je pense, ce qui l'a conduit à mettre fin à ses jours le 4 octobre 1940. Deux mois après avoir perdu sa famille sur la route, la petite Renée rentre en Belgique. Mais elle ne retrouve ni sa mère, ni son frère. Mon grand-père était rentré et il avait donc raconté qu'ils étaient aussi bombardés très fort. Et puis qu'un jour, le petit Jean-Pierre, il s'appelait Jean-Pierre, mon frère, hein, étant sur les genoux de maman, a été, lui, tué. Et maman blessée dans le ventre. Qu'a fait mon grand-père? Il a enveloppé l'enfant
Et il l'a enterré. Mais il ne sait pas où. Il ne se souvenait pas. En France, mais où? Dans un jardin. C'est abominable. Décédée en juin, la mère de René repose aussi quelque part en France. Personne ne sait où. Dans son malheur, la fillette a la chance de retrouver son père. Mais des dizaines de milliers d'enfants perdus dans la grande tourmente sont à jamais séparés de leurs parents. Certains, trop petits, ignorent même leur nom. Comme chaque mercredi à pareille heure, nous allons une fois de plus vous présenter notre émission à la recherche des enfants perdus. Voici le cas de l'enfant recherché numéro 30. Il s'agit du petit Serge de Laune, âgé de 20 jours, qui a disparu le 10 juin dernier. Voici dans quelles circonstances. Dans la France entière, la presse publie d'innombrables avis de recherche et d'appels à témoins. 5 rue de Paris, Pierre Fitte demande nouvelle de son Jacques mari, Lebeau, égaré 9 ans, vers Arpajon. perdu évacuation. Jean-Pierre Lefebvre, 6 ans, perdu le 17 juin. Recherche Georges Sauvage, caporal génie Récompense télégraphe, pour renseignement dernière sur lettre Guillaume le 6 juin. et Dourche-Louise. Partie de chef de Saint-Vite, 9 perdu évacuation. Marthe attend. Pierre Viret, 42 ans, confié à une ambulance d'un convoi militaire. Perrin Gérard supplie tous des nouvelles de sa femme. Famille Durant des mois, les familles disloquées vont chercher inlassablement leurs proches. Les messages sont affichés jusque dans les rues, comme autant de bouteilles à la mer. Dans ce pays anéanti, ceux qui avaient pris la route ne peuvent espérer aucun réconfort. Bien au contraire, le pouvoir les montre du doigt. Bouc émissaire d'une inconcevable défaite, le régime de Vichy leur reproche d'avoir précipité la débâcle. Traités de fuyards, culpabilisés, humiliés, ils sont tenus en partie pour responsables de l'effondrement du pays. Ils vont devoir apprendre à vivre avec la honte et le deuil, et vont bientôt refouler cet épisode traumatisant de leur histoire. Mais leur tragique odyssée a été le prélude à bien d'autres depuis. Aujourd'hui encore, partout sur la planète, la guerre continue de jeter sur les routes des populations entières qui s'arrachent de leur pays, avec l'espoir fou de trouver le salut ailleurs.